toute l'équipe est frustrée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique? Parce que chaque week-end, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arbitrage? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Benassia va prendre combien de mois de suspension? Ou Longoria, maintenant qu'il vient de parler? Parce que Benassia n'a pas encore parlé. Voilà. Et De Zerbi, il va pas parler parce qu'il n'a pas envie de prendre de suspension. Højbjerg va peut-être prendre 3 matchs, vu qu'il a dit que je comprends pas pourquoi on ne joue pas la VAR. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arbitrage? Bon, allez, encore 2 points de perdus. Et oui, l'OM qui n'arrive pas à remporter cette rencontre, ces 3 points face à Strasbourg. Notre bête noire cette saison, après avoir perdu là-bas, notre seule défaite à l'extérieur, du côté du stade de la Méno. L'OM qui se fait avoir par l'équipe sportivement et aussi par l'arbitrage. On va en parler. Et oui, on va en parler de l'arbitre parce que ça continue. Ça continue. Et Longoria défend un petit peu l'institution, défend un petit peu le club. On va voir ce qu'il a dit. Et on va voir aussi la réponse de De Zerbi sur l'arbitrage. On y va tout de suite après quoi? Après l'introduction. Et allez, l'OM, malheureusement, on n'a pas gagné. Et donc, un partout, le résultat final. Donc, cette dernière rencontre de la 18e journée. L'OM qui est désormais à 9 points de retard sur les Parisiens. Ils ont quand même 5 points. On a 5 points d'avance sur la 3e place. 6 points d'avance sur les Monégasques. Et vous continuez derrière. 7 points sur Nice. 8 points sur Lyon. Les 2 adversaires, les 2 prochains matchs qu'on va jouer, ça sera contre Nice, justement, à Nice, ce dimanche. Match compliqué. Et aussi la réception de Lyon juste après pour la 20e journée. Regardons un petit peu de plus près maintenant la rencontre. Un petit peu comment elle s'est déroulée avec une première mi-temps. On va le voir qui a été extrêmement faible. Très faible en termes d'occasion, en termes de situation chaude d'un côté et de l'autre. Et des Strasbourgeois qui mènent au score à la mi-temps avec des erreurs défensives. On va en parler principalement sur quelques joueurs avec Balerdi bien sûr en avant. Donc du côté de la première mi-temps, c'était un match pas terrible, où l'OM avait la possession, mais n'arrivait pas à faire la différence. Deuxième mi-temps, De Zerbi a fait des changements, a apporté un peu de sang frais. N'oublions pas que c'est le 3e match dans la semaine pour l'OM. Peut-être que ça vient en lien avec cette prestation moyennasse de l'OM. Mais la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Vous regardez, 2,68 d'expected goals pour les Marseillais et 51 pour les Strasbourgeois qui ont eu des situations chaudes, dont un poteau pour être le 2e but aussi pour Emega, qui a fait beaucoup de mal aussi à Balerdi, on va en parler. Donc pour les 2 mi-temps qui ont été totalement différentes, De Zerbi en a parlé dans la conférence de presse, on va voir ça après sur la fin de vidéo. Donc il a parlé d'un ensemble de la rencontre où il a dit qu'on méritait de gagner cette rencontre. Je suis d'accord, on méritait, mais le mérite, ça n'existe pas dans le football, il faut le montrer sur le terrain. Il faut être efficace, être réaliste. Et ça manque un petit peu de buteurs dans notre équipe. On manque de buteurs, comme je l'ai dit, depuis certaines rencontres. Un Mopé, certes, dans les efforts, c'est intéressant. Un oui qu'on ne voit pas parce qu'il est blessé ou il est sur le départ ou ci ou là. Derrière, Jonathan Rowe, il peut rentrer pour être, pourquoi pas, ce joker en termes de pointe. Mais il rentre, il fait un petit peu, bon, ses gestes techniques, ses s'il est là, qui ne sert pas à grand chose finalement. On a un joueur qui est rentré, on va en parler, c'est le petit Robinho Vaz. Vous l'avez vu dans la miniature? Il a été élu homme du match et on va en parler un petit peu. Donc sur le classement, vous avez vu, l'OM est 2e. Pour la composition d'équipe, on est parti avec une compo particulière, une défense expérimentale. N'oublions pas qu'on n'avait pas de Kondogbia, on n'avait pas non plus de Murillo qui a été absent de dernière minute, absent pour une gêne musculaire, comme Rongier. Donc ça faisait 3 absences de marque. Voilà, Rongier, une absence de marque au milieu de terrain. Kondogbia, une absence de marque. Ça fait un moment donné qu'on l'a plus, mais ça fait quand même une absence de marque. Et aussi Murillo de dernière minute. Donc la défense a été chamboulée. Nous avons eu droit à un retour de Brassier qui n'avait pas joué depuis son fameux match contre Auxerre. Donc vous le voyez à gauche de la défense. À droite, vous avez Cornelius. En gaucher, à droite, ça a apporté peut-être un petit peu préjudice à sa prestation. Donc si on parle de tous les joueurs, on va aller voir dans les notes du côté de l'équipe. Et je vais vous détailler un petit peu ce que j'en pense moi des joueurs sur le long de la rencontre. Donc du côté de la compo, vous le voyez, donc c'est la même habituellement, positionné pareil. Rongier remplacé par Nadir, Brassier qui remplace donc Kondogbia poste pour poste et Cornelius qui va à la place de Murillo à droite. Garcia qui prend la place de Merlin, qui n'a pas fait une bonne prestation non plus, je parle de Garcia. Mais Rabiot, Greenwood et Mopé en pointe. Concernant maintenant Brassier, on peut le voir qu'il y a une dernière information qui est ressortie pour le mercato, c'est la Juve qui est intéressée pour le recrutement de Lilian Brassier. On va suivre ça de très très près, mais on va pas rester sur le mercato puisqu'on reste sur le match principalement. On y va tout de suite avec la réception du trophée du meilleur joueur de décembre pour Mason Greenwood. Alors il a été bon en décembre, mais là est-ce qu'en janvier pour l'instant il a été bon?
C'est à vous de me le dire parce que dans cette rencontre, il marque son 12e but. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Je parle de Mason Greenwood qui met le penalty qu'il a tiré. Mais derrière, dans la prestation, j'ai trouvé qu'il était un petit peu en dedans aujourd'hui. Il n'a pas réussi tous ses gestes tentés. Et c'est un petit peu énervant quand on le voit ne pas faire autant d'efforts que d'autres sur le terrain, comme Enrique de l'autre côté. Je continue, je vois un petit peu maintenant du côté des notes. Vous voyez les notes du côté de l'équipe, je ne vais pas vous montrer celle de la Provence. Vous voyez que Rouli a eu un 4. Alors 4, il a été un petit peu bâché parce qu'il encaisse ce but où il perd le duel face à Emega. On va le voir d'ailleurs, ce but peut-être. Non, on le voit pas. Non, on le voit pas, je vous le montre pas. J'ai pas envie d'avoir de droit d'auteur. Mais ce but là où il se fait lober par Emega qui part dans le dos de Balerdi. Et on va voir qui est fautif sur cette action juste après. Donc Rouli, il a ce duel là. Il se fait prendre un petit piqué. Voilà, il peut rien sur cette action-là. Emega joue bien le coup. Sur la deuxième occasion où il glisse en début d'action, c'est sûr. Emega encore une fois face à lui, il va toucher le poteau. Sinon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Geronimo Rouli, je parle, il a eu 2-3 interceptions dans le jeu aérien qui a fait franchement proprement. Moi, je dirais un 4, c'est assez sévère de la part de l'équipe. La Provence l'a noté encore plus sévèrement, je crois 3 peut-être, je ne sais pas si je me trompe. Voilà pour Rouli, moi j'aurais mis peut-être un 5. Voilà, pour rester dans la moyenne. La défense, là je suis d'accord, la défense a été totalement aux abois. Voilà, sur les peu d'occasions qu'ont les Strasbourgeois, ils nous ont mis en difficulté. Et je vais mettre en avant un joueur qui a été vraiment en difficulté, c'est Balerdi. Balerdi, dans le duel par rapport à Emega, il l'a mis dans sa poche totalement. Voilà, il s'est trompé dans les relances. Une fois, il a failli marquer un but contre Socan, où c'est Emega qui le contre au dernier moment. Et même sur le but, on va le voir, quand on va voir dans l'image arrêtée, il est fautif. Tous les duels qu'il a eu à jouer avec Emega, il en a perdu principalement la grande quantité, au moins les 3/4 facilement. Donc Balerdi, mauvais match pour sa part. Alors, est-ce que c'est en lien à mettre par rapport aux joueurs qui jouent à ses côtés, comme Brassier ou Cornelius? Peut-être. On peut dire qu'il a moins d'automatisme avec Brassier et avec Cornelius à sa droite. Cornelius à droite, qui remplace Murillo, n'a pas été oufissime aussi. Il n'a pas pris de risque dans les relances. Il n'est pas monté sur le côté droit aider Luis Enrique, comme faisait Murillo. J'avais dit que c'était un truc que j'aimais bien, ce lien entre les dédoublements de Murillo et Luis Enrique. Mais Cornelius n'est pas le même profil. Pareil pour Brassier. On n'a pas beaucoup vu monter sur le terrain, sur le côté gauche avec Ulysse Garcia, qui a été fantomatique aussi, comme Mopé. Voilà, si je dois vous citer les joueurs qui ont été en dedans, c'est Balerdi en premier pour moi, un des flops du match, peut-être même le flop du match. La défense entre Brassier et Cornelius, choisissez celui que vous voulez. Garcia, pour ma part aussi, pareil, mauvais dans tous les sens du terme. Défensivement, il n'a rien apporté. Offensivement, il n'a rien apporté. Donc autant ne pas le mettre sur le terrain. Et Mopé, derrière, fantomatique, mais un autre domaine, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'efforts dans le pressing ici et là. Mais on attend de le voir aussi à la réception des centres, à la réception des ballons dans la surface. Il n'a pas eu un seul tir en première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps remplacé par le petit jeune qu'on va voir juste après. Donc Mopé, mauvais match, fantomatique un petit peu. Greenwood, il a un 6 parce qu'il marque un but sur penalty. Mais sinon, dans l'ensemble de sa prestation, ça méritait à peine 5. Pour ma part, il tente beaucoup de choses. On voit qu'il a de la qualité. Mais quand même, au bout d'un moment, on attend mieux de lui. Voilà, il a eu des occasions, il a manqué des occasions. Donc Greenwood marque le penalty. Alors, ce que je vais mettre pour la défense de Greenwood, c'est son problème familial. Je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà, je vais lui souhaiter de la force. Je vais lui donner de la force. Mais sur le terrain, il doit prouver. Bon, sur le terrain, c'est pas la famille. Donc si vraiment il a été touché par ce problème-là, je peux comprendre la prestation qui a été un peu en dedans. Pour Rabiot, j'ai moins vu impactant que les matchs précédemment. Alors, mettre en lien aussi les 3 matchs consécutifs. N'oublions pas qu'on met le même système de jeu, les mêmes joueurs depuis 3 matchs. Peut-être qu'il y a un coup de fatigue, un coup de mou. Pareil pour Højbjerg. Même si Højbjerg a fait son match, il ne mérite pas plus d'un 5 ou 6. Et Nadir, par contre, là, il a bien commencé la rencontre. Mais derrière, dans le jeu, il est moins impactant, moins précieux dans le pressing, dans la récupération de balles qu'un Rongier. Voilà, c'est pas le même profil. Et on l'a vu même sur le but, qu'on va en parler tout à l'heure quand je vais vous détailler le but. Donc voilà, plus ou moins tous les joueurs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des remplacements. Les remplacements que vous voyez ici, juste en dessous. Donc on a Paul Lirola qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a été axial droit, qui a remplacé poste pour poste Murillo ou Cornelius dans la rencontre, qui a été plutôt bon, je trouve. Parce qu'on a dominé aussi. La deuxième mi-temps, on l'a dominé, archi-dominé. Ils n'existaient plus, les Strasbourgeois. Donc, on va dire dans ce domaine-là, il a eu pas grand-chose à faire. Une petite interception dans la surface. Donc, on va dire que Paul Lirola a fait son match comme il fallait. Robinho Vaz, franchement, félicitations pour son entrée. Il a apporté beaucoup plus que Mopé et que Wai pour pratiquement toute la saison. En 45 minutes, il a apporté dans la profondeur, dans la puissance. Il a même obtenu le penalty pour l'égalisation de Mason Greenwood. On va le voir tout à l'heure. Donc, Robinho Vaz, si on devait le noter, ça serait un 6, 7 sur 10. Mais malheureusement, il manque une occasion qu'on va voir tout à l'heure, une occasion franche à 4 mètres du but, même pas 3 mètres du but. Voilà, c'est une occasion à la Vitinha. Il a fait une Vitinha, Robinho Vaz, mais je vais pas lui en vouloir. 17 ans à peine.
Il est l'homme du match selon la ligue. Donc on va lui donner une félicitation, des bravos à Robinho Vaz pour sa prestation. Et s'il montre cette valeur, cette envie-là sur le terrain, franchement, ça peut être une bonne surprise comme je vous l'ai dit dans la vidéo de ce matin. Quant à Merlin qui a fait une bonne rentrée, voilà, il a apporté un peu de jus en cette fin de match. 61e pour sa rentrée, il a rentré pour une demi-heure à la place de Garcia qui avait rien apporté. Donc Merlin a apporté sa technique sur le côté gauche, sa qualité de centre. D'ailleurs, sur l'occasion de Robinho Vaz, c'est lui qui fait le centre, un caviar qui lui donne en une touche, vous allez voir l'occasion tout à l'heure. Donc quant à Merlin, très bonne entrée, c'est de bon augure pour le futur, en espérant qu'il garde le rythme, parce que sur les derniers matchs qu'il a joué quant à Merlin, c'était pas terrible. Jonathan Rowe, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est problématique. Voilà, j'espère qu'on ne retrouvera pas le même cas qu'un Iliman Ndiaye. On en a parlé en live tout à l'heure. Il y en a un qui a dit on retrouve un petit peu le même domaine qu'Iliman Ndiaye. Un joueur qui force trop par son talent et qui veut même prouver un peu plus en forçant la chose. C'est-à-dire que quand il a 2 ou 3 joueurs face à lui, au lieu de décaler avec Merlin qui vient décaler sur son côté gauche, 2 ou 3 fois j'ai vu ça, il va provoquer les 2-3 joueurs face à lui et perdre le ballon ou voire la remettre derrière. Alors qu'il avait un appel de Merlin à donner. Donc Jonathan Rowe, il est technique, il a de la qualité, il a de la vitesse, il a une petite puissance malgré sa taille. Mais derrière, il manque un petit peu de jugeote peut-être à jouer juste. Donc il faudrait qu'il soit juste dans ses gestes. Comme Luis Enrique qui a fait une belle prestation, j'ai oublié d'en parler. Luis Enrique qui pour ma part est peut-être l'homme du match, mis à part Robinho Vaz. Pour ma part, si je dois en noter un au-dessus des autres, ça serait Luis Enrique qui a apporté beaucoup de danger par sa qualité technique. Voilà, donc Luis Enrique, j'ai oublié d'en parler parce que c'est celui qui m'a le moins dérangé. Luis Enrique, bah, vous voyez sur l'application, il a la meilleure note et je pense qu'il la mérite. Voilà, Luis Enrique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, c'est mon homme du match pour Luis Enrique. Allez, j'enchaîne avec les petites fautes d'arbitrage. Maintenant, on y va. Let's go cacao. Alors déjà, pour parler de Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1, donc avec 12 buts, il devance le Parisien et le Lillois, Jonathan David, avec 11 buts. Donc premier buteur. Derrière, l'homme du match, c'est bien sûr notre petit Robinho Vaz, 17 ans et 337 jours exactement. Premier match en Ligue 1 et déjà un trophée d'homme du match. Et Silior pour Robinho Vaz. Allez, on enchaîne avec les petites stats. Robinho Vaz est le 3e joueur de Marseille né à partir de 2007 à évoluer en Ligue 1 cette année. Après Enzo Sternal et Darik Bacola, aucune équipe n'a utilisé plus de ce genre de joueurs dans le top 5 européen cette saison. 3 aussi pour Barcelone, les Minots. En espérant qu'ils prouvent beaucoup dans la durée. Maintenant, regardons malheureusement son manqué à Robinho Vaz. Regardez bien, avec Merlin. Regardez bien la remise de Merlin, comme elle est magnifique. Alors, je vais vous mettre un filtre, voilà, pour pas que je sois striké. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez pas quand je mets le filtre, sinon je mettrai un autre filtre la prochaine fois. Alors, le filtre, je l'ai ici. Allez, voilà, filtre Monsieur Dimeco. Let's go, cacao. Regardez bien la passe de Quentin Merlin en une touche. Bam! Superbe passe au second poteau. Ah là là là! Le manqué de Robinho Vaz. Il va la taper du tibia, malheureusement. On va revoir l'occasion. Regardez, je vous la remontre. Regardez bien. La remise de Quentin Merlin. Hop, Robinho Vaz au-dessus de la barre. Aïe aïe aïe, une reprise à la Vitinha. Allez, on enchaîne, j'enlève le filtre et on enchaîne avec quoi? Une image arrêtée, c'est sur le but de Strasbourg. Santos, un joueur excellent du milieu de terrain strasbourgeois. Beaucoup de jeunes excellents du côté de Strasbourg, que ce soit Santos, que ce soit Guéladoué, que ce soit l'attaquant Emega qui a fait du mal, du sale à Balerdi. On le voit là, il fait... Alors, je vais vous montrer avec les petites flèches que je vais vous mettre vite fait. Donc là, vous avez Emega, vous voyez, il est ici. Emega, il est ici. Donc le bleu que vous voyez là. Donc il va faire un appel en profondeur ici. Et la passe de Santos, elle est là. Alors déjà, en fautif, on peut mettre Nadir. Nadir, comme il a été décrit, il n'a pas fait le pressing comme il fallait. À la rongée, il aurait peut-être dû aller en devant ou ici, à la limite, se mettre en opposition du ballon. Ou Højbjerg est à l'arrêt, peut-être qu'il marquait celui-là. Je vais plus mettre la faute sur Nadir plutôt que Højbjerg, pour ma part, pour le départ du ballon. Maintenant, parlons du placement de la défense. On a un placement aléatoire de Brassier qui est ici. Voilà, qu'est-ce qu'il fout ici? Il doit être aligné avec la défense centrale. Même s'il y a Garcia ici, Garcia c'est un piston gauche qui devrait être ici ou à la limite ici. Voilà, pour un petit peu compenser la montée de celui-là. Donc Brassier mal placé. Balerdi ici, mais il est stoïque. Cornelius, je ne vais pas en parler, il est à l'écart de l'action puisque le ballon va dans l'axe. Donc Balerdi, il est ici. Alors j'enlève maintenant toutes les flèches parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc je vais laisser juste l'appel en profondeur et la passe. Voilà. Voilà, donc Emega, vous voyez, il part en profondeur. La passe est ici. Voilà. Et Balerdi est ici. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas tout le long de l'action. Alors qu'elle dure 2-3 secondes. On a Emega qui fait un appel comme ça.
Plutôt un appel. Excusez-moi. Il fait un appel en profondeur, il voit qu'il est hors jeu, il revient comme ça vers Balerdi, il refait un appel, il voit qu'il est hors jeu, il refait il revient, il fait des contre-appels, appel contre appel, et la troisième fois, c'est la bonne. La troisième fois, il part en profondeur, la passe de Santos, il a attendu le bon moment, pas de hors jeu, il part devant le gardien et il fait son petit piqué devant Rui. Donc je vais vous dire, moi les fautifs sur ce but-là, ça sera Nadir au départ du ballon et la défense aussi qui a été mal placée et aussi Balerdi qui doit être le patron de notre défense. Et j'aimerais avoir un patron. J'arrête pas de le répéter depuis le début de saison, même depuis l'année dernière. On avait des Mbemba, pourquoi pas, ça pouvait faire la maille. Mais cette année, on n'a pas de Mbemba, on a un Balerdi qui fonctionnait plus ou moins depuis quelques matchs. Mais là, sur ce match-là, si tu avais un patron derrière, peut-être que ça aurait pas passé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Allez, on enchaîne avec Emega qui nous parle justement de Balerdi après la rencontre. Il nous dit, Emega, Leonardo Balerdi est un petit pour moi. Et oui, c'est un petit pour moi et il l'a mis dans sa poche. Balerdi a été dans la poche de de la rencontre pendant toute la rencontre. Balerdi qui répond après, cette fois on parle sur l'arbitrage. Ils ont fait 1000 fautes et l'arbitre n'a pas sifflé. Les rouges et les pénaltys, c'est seulement contre nous. Et quand on parle de rouge, peut-être ce rouge-là aurait dû être donné à Emega. Il y a eu une faute en première mi-temps, un duel, beaucoup de duels ont été pendant ce match-là entre Balerdi et Emega. Ils se sont frités, chauffés. Et ce duel-là était un peu trop loin de la part d'Emega. Balerdi l'accroche, il y a faute de Balerdi, il l'accroche dans le dos avec le bras, vous le voyez. Mais derrière, il y a un coup de coude qui n'a pas lieu d'être de la part d'Emega. Moi, je pensais que le coup de coude était après coup, après la faute de Balerdi, mais c'était en même temps. Donc le duel, normalement, t'as le droit de t'accrocher, voilà, le corps est ici là. Enfin, t'as le droit, t'as pas le droit, mais c'est le duel dans le football. Mais là, le coup de coude n'a pas lieu d'être. Et le coup de coude fait des dégâts, puisqu'il l'a dans la bouche et il lui ouvre la lèvre. Vous voyez, il y a du sang. Donc, pas de carton rouge pour cette faute-là, alors qu'il y a la VAR qui existe. Je ne comprends pas comment fonctionne l'arbitrage en France. Est-ce qu'on doit attendre qu'il lui casse toutes les dents pour avoir un carton rouge, peut-être? Ou alors qu'il reste au sol? Peut-être que Balerdi n'a pas joué le jeu de rester au sol. Il aurait dû le faire. Rester au sol, saigner de la bouche, se mettre du sang sur le maillot comme ça, enlever son maillot, montrer les gratignures sur le ventre, peut-être. Non, c'est pas ça, mais c'est presque. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, il aurait dû voir l'arbitre. Tiens, il y a du sang. Ah, je vais voir quand même la VAR. Il aurait regardé la VAR. Il aurait dit, ah tiens, mince, quand même le carton jaune, c'est pas assez. Peut-être un carton rouge. Donc Emega, déjà, carton rouge, peut-être avant son but. Je crois que c'était avant le but. Autre chose. Alors cette faute-là, on l'a mis dans les réseaux, la minute l'a mis, beaucoup d'autres l'ont mis. Je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu de siffler penalty. Regardez bien le duel, vous voyez ici, alors je vais vous montrer avec la flèche, ici, alors j'enlève ça, ici il y a un duel, ici, vous voyez, entre Balerdi et un défenseur, je ne vois pas qui c'est. Donc on va mettre ce duel, je vais le mettre au ralenti. Regardez bien Balerdi. Balerdi vient au contact du défenseur. Vous voyez, il vient au contact du défenseur, il le prend dans ses bras, donc... Là, c'est Balerdi qui l'accroche. Le défenseur l'accroche. C'est un duel dans le duel. Regardez bien aussi la suite. Voilà, donc Balerdi continue. Voilà, donc il faut une petite danse. Il continue, il essaye de passer. Et derrière, il va commencer à lever les bras. Et il va simuler, il va se laisser tomber en arrière. Voilà, il va se laisser tomber en arrière. Il va mettre un petit coup de pied dans le pied droit du joueur. Il va le faire tomber avec lui. Donc il emporte dans sa chute. Je pense pas que ça puisse être une faute pour un penalty. Il y a une faute de chaque côté. Balerdi qui le prend au début. Ensuite le joueur. Moi, à mon avis, je sifflerai pas faute. Ça, c'est mon avis, mon opinion. N'hésitez pas à me donner la vôtre. Voilà, chacun a son opinion. Moi, je vois qu'il n'y a pas faute là. Par contre, sur la faute derrière, on va le voir derrière. Regardez bien la faute. Je vais mettre par contre un filtre. Parce que si je mets pas de filtre, il y a le... Voilà, regardez bien la faute. Vous allez voir en plus gros. Regardez, hein. Là, c'est monsieur De Chepi, l'arbitre, qui n'a pas vu cette faute-là. Ro qui part en profondeur. Vous voyez Ro qui contrôle le ballon. Il pousse le ballon. Regardez la main. Vous voyez déjà la main de Galadoué qui ne regarde même pas le ballon. Regardez, il ne regarde même pas le ballon. Regardez, il ne regarde même pas le ballon. Il va le pousser dans le dos. Alors, je vais enlever même le filtre, hein, parce que ça sert à rien. Voilà, il va le pousser dans le dos. Là, il y a déjà une impulsion de la main. On voit qu'il y a une impulsion. Le ballon part à l'opposé et Guéladoué va pousser dans le dos. Regardez, là, il pousse. Hein. Il pousse dans l'élan. En plus, quand tu cours, tu perds ton équilibre assez facilement. Ils sont en pleine course. Donc, Jonathan Rowe ne peut pas jouer le ballon. Il est poussé dans le dos. Il se laisse un peu tomber, peut-être, certes. Mais derrière, il y a quand même la course d'élan. Et ça, là, quand tu es dans une pleine course, tu perds ton équilibre assez facilement. Je vous remets la faute. Regardez. Je vous remets la faute. Donc là, on voit Jonathan Rowe qui contrôle. La main, pourquoi il a cette main décollée? Il vient le pousser. Voilà. Il y a une petite impulsion. Et derrière, il tombe. Penalty ou pas? Pour ma part, 100% penalty. Même pas de VAR qui a été consulté. Monsieur l'arbitre n'a pas eu l'occasion, ou derrière la VAR ne l'a pas appelé. Peut-être qu'il est en train de se commander un Burger King, ou Quick, ou McDo, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, voilà un petit peu la vraie faute d'arbitrage qu'on a vue dans cette rencontre, pas celle d'avant. Peut-être celle de Højbjerg. J'ai pas le ralenti, je peux pas vous le montrer. Mais il y a une autre faute aussi où Højbjerg passe devant son défenseur en fin de match, dans les dernières occasions. Il passe devant son défenseur dans la surface au point de penalty. Il va toucher le ballon
je parle de Højbjerg, et le défenseur ne touche pas le ballon, il touche la cheville du joueur de Højbjerg. Il touche le pied d'appui de Højbjerg et il va tomber derrière. Dans l'élan, il tombe. Il n'y a pas eu de ralenti plus que ça. Il n'y a pas eu de ralenti dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de VAR. L'arbitre n'a dit non, pas de VAR. Ouais, pas de pénalty. Donc pas de pénalty pour ça. Pas de pénalty pour ça. Pas de carton rouge pour Emega sur Balardi. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Comme va nous dire monsieur Pierre-Emile Højbjerg. Quand on a investi dans le football mondial, dans la VAR, pourquoi on ne l'utilise pas, nous dit Pierre-Emile Højbjerg au micro de DAZN. Et moi, j'ai envie de mettre en avant encore plus la réponse de Pablo Longoria qui fustige envers l'arbitrage. Bien qu'il n'aime pas s'exprimer auprès des matchs, après les matchs, nous dit l'équipe, il a fustigé envers l'arbitrage pendant plusieurs minutes qui, selon lui, coûte des points à Marseille lors de chaque journée. Il faut dire stop, nous dit Pablo. C'est Pablo Longoria qui parle. A-t-il posé? L'action du penalty Soro, c'est un scandale. Et il n'y a l'occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon. Il parle de Guéladoué qui n'est pas sur le ballon. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Jusqu'où on va arriver pour l'Olympique de Marseille, avec l'Olympique de Marseille? Il continue. Bastien de Chappy a jugé que le contact n'était pas assez prononcé selon l'équipe pour le sanctionner, au même titre que la cellule de la VAR. Pourquoi la VAR n'arrête pas, nous dit Pablo Longoria. C'est plein Longoria. Avant d'interpeller Jonathan Djourou et Benoît Chéroux, consultant du soir. Vous avez joué au football? Une action dans laquelle il ne joue pas le ballon, il met la main dans le dos, action manifeste, c'est penalty toute la vie. Je ne comprends pas, il l'a poussé, avec la vitesse, il y a faute. Comme je vous l'ai dit, le petit point précis de avec la vitesse, c'est très important. Quand tu cours, t'as pas le même équilibre que quand tu es en appui. Quand tu es ancré dans le sol, si on te fait une main dans le dos, tu vas simuler. Si tu tombes, tu simules. Là, on est en pleine course. C'est différent, l'équilibre est différent. Donc je vous dis, peut-être même qu'il simule même pas Jonathan Rowe, il perd l'équilibre parce qu'il le pousse dans le dos, et il fait comme ça et il se laisse tomber. Voilà, il va se laisser tomber, c'est dans la surface. Il peut plus jouer le ballon, Jonathan Rowe. Il a été poussé, mis à part que le ballon n'est pas sur lui. Donc ce sont trop de décisions, je viens pas de mes victimes. Pardon, excusez-moi. Ce sont trop de décisions, nous dit Pablo Longoria. Je ne viens pas me victimiser, mais on arrive à un moment où on ne peut pas accepter ça. Et je ne l'accepte pas chaque journée, chaque week-end. C'est la même chose. Je suis le président, j'ai des ambitions. Toute l'équipe est frustrée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique? Parce que chaque week-end, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arbitrage? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Benassia va prendre combien de mois de suspension? Ou Longoria, maintenant qu'il vient de parler? Parce que Benassia n'a pas encore parlé. Voilà. Et De Zerbi, il va pas parler parce qu'il n'a pas envie de prendre de suspension. Højbjerg va peut-être prendre 3 matchs, vu qu'il a dit que je comprends pas pourquoi on ne joue pas la VAR. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arbitrage? Allez, je continue. Pour l'arbitrage, on va en parler avec les réponses de Zerbi, la conférence de presse. Il va nous parler aussi de Robinho Vaz. Franchement, belle entrée encore une fois. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ce match nul, lui pose le journaliste la question à Roberto. Roberto nous répond: avez-vous vu les statistiques de la rencontre? D'après les stats à la fin de match, on méritait de gagner. Mais il parle de l'ensemble. Comme je vous l'ai dit, la première mi-temps était dégueulasse. Deuxième mi-temps un peu mieux, beaucoup mieux même par moment. Mais au bout du compte, on ne gagne pas. La réussite n'est pas là, le réalisme manque de réalisme. Strasbourg reste une bonne équipe et on aurait pu faire un meilleur match, mais cela aurait pu être suffisant pour gagner. C'est notre 3e match en 8 jours, ce que j'avais dit tout à l'heure, la fatigue, l'enchaînement des matchs. Et en une semaine, on a moins gagné que ce qu'on méritait. Un mot sur Robinho Vaz, qui a crevé l'écran pour ses débuts en Ligue 1, lui pose la question le journaliste. Je fais jouer ceux qui méritent le plus, et il a mérité. L'absence de Wai et le manque de lucidité de Mopé, qui est l'un de mes joueurs préférés, m'ont conduit à le faire rentrer en jeu. Robinho a cette énergie, il est très fort, c'est un 2007. Il faut faire attention avec lui, mais j'ai quand même hésité à le faire débuter. Il a quand même hésité ou il n'a pas hésité. Cette phrase est un petit peu bizarre comme elle est décrite là. Peut-être que c'est une mauvaise traduction de la part de la Provence. Mais en tout cas, on va le prendre pour une hésitation. Il a hésité à le faire rentrer à Robinho Vaz. Il a fait rentrer à la mi-temps. Vous avez parlé en vidéo. Voilà, en avant-match, j'avais dit pourquoi pas Robinho Vaz en fin de match, une demi-heure si Mopé est mauvais. Mopé a été mauvais. Et ben il a fait rentrer Robinho Vaz. Il n'a pas hésité. Et ça, c'est ce qu'on attend. On attend qu'il n'hésite pas, Roberto. Roberto a fait des changements à la mi-temps. Bravo à Roberto. Il a eu de mauvaises notes du côté de la presse. Mais moi, si je devais noter Roberto De Zerbi, je lui taperais pas dessus. Première mi-temps, il a eu tort. Deuxième mi-temps, ça a été mieux. Et donc, on peut le féliciter pour ça. L'OM n'a pas réussi à gagner par les manques de réalisme des joueurs sur le terrain. C'est pas que De Zerbi sur le terrain aussi. C'est comme contre Lille. Le manque de profondeur de banc et les absences expliquent-ils vos contre-performances cette semaine? C'est dommage dans une semaine, nous dit Roberto, c'est si important d'avoir 7 blessés. Ceux qui ont joué l'ont bien fait. Cornelius n'était pas dans son poste habituel. Certains ont enchaîné leur 3e match d'affilée, mais la performance était suffisante pour l'emporter. Je suis très content de mon effectif, mais 7 absents, c'est beaucoup. Ouais, on a l'effectif peut-être un peu court. Alors peut-être si on avait peut-être intégré Mbemba, il aurait pu peut-être importer. Ouais, je vais pas revenir sur Mbemba, sinon on va revenir sur d'autres joueurs.
On vous a senti énervé en fin de rencontre, que s'est-il passé? Alors là, il était agacé par rapport au manque de communication. J'étais agacé avec le changement de système à l'entrée de Rowe et Merlin. On est passé à 4 derrière, mais je n'arrivais pas à communiquer avec ceux qui étaient de l'autre côté. Donc Luis Enrique, Greenwood, quand on était sur le côté droit, ou d'autres joueurs, Lirola, qui était sur le côté droit. C'était juste un problème de communication. Donc il avait un problème de communication en fin de match. C'est pour ça qu'il râlait, il a râlé, il a fustigé envers son staff. C'est pas envers l'arbitrage là. Pablo Longoria s'est plaint de l'arbitrage. Là, il nous parle justement de l'arbitrage après le coup de sifflet final. Qu'avez-vous à en dire? Je n'ai rien à dire de plus par rapport aux propos de mon président. Je peux juste dire que je vois beaucoup de choses que je ne comprends pas, nous dit Roberto. Je ne suis pas français, c'est peut-être pour cela. Voilà, il faudrait peut-être être français pour comprendre cela. Voilà, moi je suis peut-être pas français non plus. Alors. Mais l'OM est le club le plus important en France, d'après moi, et je crois que la presse devrait prendre position et donner un avis clair. Prendre position, dans le bon sens. Voilà, faut un peu ouvrir les yeux du côté de l'équipe, du côté de la Provence, du côté, je parle pas de la Provence parce qu'ils ouvrent les yeux, mais des autres médias, voilà, qui tapent un petit peu, qui fustigent un petit peu sur le côté ouin-ouin des Marseillais alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. Voilà, il y a des fautes qui ont lieu d'être, qui ont lieu d'être sifflées. Il faut les siffler. C'est pas parce que tu as eu un penalty, ce qui est logique sur Robinho Vaz. J'ai pas trouvé l'image, je peux pas vous le montrer. C'est un croche-patte, un croc en jambe. Il y a totalement penalty sur Robinho Vaz. Il est transformé. Qu'on ne peut pas siffler un deuxième penalty juste après pour une faute sur Jonathan Rowe. Il y a faute sur Jonathan Rowe. Voilà, elle a poussé dans le dos. Et ben on siffle, tout simplement. Deuxième penalty, 2-1. Pourquoi pas, victoire de l'OM qui reviennent à 7 points, qui mettent à 8 points les Monégasques ici et là. Voilà donc comment ça devrait se passer pour l'arbitrage. Maintenant, terminons un petit peu sur une dernière note, peut-être. Non, je pense avoir tout abordé avec vous. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée, une excellente nuit pour ceux qui vont passer une excellente nuit. Je pense que ça va être compliqué. Le match nul qui nous porte préjudice, encore une fois, des pertes de points. Mais l'OM n'a pas perdu depuis 9 rencontres. On reste dans la lancée, invaincu encore une fois. C'est de bon augure pour le futur. Avec les absences, ça peut aller mieux pour le prochain match. Il y aura des retours de blessures avec Rongier, j'espère. Avec pourquoi pas Kondogbia, ça fait un moment qu'on le voit plus. Et pourquoi pas d'autres joueurs encore comme Murillo. Voilà, ça pourrait nous apporter un socle plus sérieux défensivement parlant. Et offensivement parlant, pourquoi pas. Voilà, si ça peut apporter. Donc on va voir ça dimanche prochain. Et on sera pas ensemble malheureusement. Je vous ferai juste un petit débrief à chaud. Comme d'habitude, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao.